confrères avec moi. Vigile Awansé est le tout premier débatteur que vous allez entendre ce matin. Vigile Awansé, bonjour, bienvenue. Bonjour Samuel, bonjour à tous. Deuxième débatteur dans cette émission, Dr Paul-Marie Ouessou, bonjour. Bonjour Samuel, bonjour Vigile. Bonjour Paul. Joseph Pezo Anago est notre troisième débatteur. Joseph, bonjour. Bonjour chers confrères, bonjour à vos auditeurs. On reste à la Criette ce matin, comme le titre le quotidien Les 4 vérités. Criette, Philippe Oundéyon, son procès renvoyé au 27 janvier prochain. Ses avocats dénoncent la procédure judiciaire. Quand on parcourt un peu l'article, on peut lire le procès de l'ex-DGPN Louis-Philippe Oundéyon est ouvert ce lundi 16 décembre 2024 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Ce procès a été renvoyé, comme je le disais. Selon les avocats, la procédure judiciaire de son dossier a été violée. Le juge va donc rendre son verdict sur l'exception de l'unité soulevée par la défense. Vigile Awansé, vous avez quand même eu quelques échos de ce procès qui vient de démarrer. Quelles sont vos toutes premières impressions? Je vais me prononcer sur les éléments évoqués par la défense pour, disons, faire constater la nullité de la procédure, à savoir la manière dont le général Louis-Philippe Oundéyon a été arrêté. Il a été arrêté par des policiers, disons, en civil, qui auraient escaladé, n'est-ce pas, son mur. Donc, visiblement, il n'a pas reçu une convocation à laquelle il a refusé de déférer, par exemple, ce qui aurait dû être la procédure normale. On dit aussi que il a été menotté dès son arrestation, donc autour de 19 heures, et il a dormi menotté, les mains derrière, ce qui s'assimile à de la torture. Il a été menotté de 20 heures ou de 19 heures jusqu'au lendemain à 6 heures, selon ses avocats. Ce qui n'est plus ou moins, n'est que, comme je le disais tantôt, de la torture, considérée comme de la torture, une torture. Maintenant, les avocats disent que les dés sont jetés parce que pour eux, eh bien, quand on parcourt les éléments, quand on parcourt le dossier, notamment le procès verbal ou les procès verbaux, à la Criette, le procès verbal, enfin, qu'il envoie en prison, son mandat de dépôt, comme on dit, a été signé à 13 heures. Et à la brigade criminelle, le procès verbal de son écoute de son audition du moins, a été signé à 14 heures. Ce qui suppose que, à la Criette, il était déjà déposé alors que il était en train d'être écouté. Donc, on ne connaissait pas, on ne pouvait pas encore prédire de l'issue, n'est-ce pas, de la procédure une fois à la Criette. Mais la Criette s'était déjà dépêché de l'envoyer en prison. Ça fait 3 éléments. Cela veut dire quoi? Et c'est en cela que les avocats se disent que dans tous les cas, les dés étaient pipés. Il était prévu qu'il soit jeté en prison dans tous les cas. Donc, c'est ce qui a été fait. Des éléments assez grave, n'est-ce pas, quand on se situe sur le plan des droits humains tout court, n'est-ce pas, comme je le disais tantôt, garder quelqu'un menotté pendant tout ce temps, ben, si il n'est pas costaud, il aurait même pu en mourir, parce il n'est pas menotté par devant, par derrière, je le rappelle. Quand j'entends le ministère public se défendre en disant aux avocats d'apporter les preuves, je trouve que c'est pas très solide. Et quand bien même nous on peut pas être les arbitres parce que n'étant pas là non plus, c'est pas très solide de se défendre aussi simplement d'une telle accusation aussi grave de mon point de vue, qui jette de l'opprobre sur la justice béninoise, sur l'image du pays tout court. Les éléments d'heure, 14h, 13h, c'est imparable de mon point de vue. C'est imparable de mon point de vue. Et c'est là où je trouve encore une fois que c'est dommage, simplement, si tout ceci est vrai et si tous ces éléments sont réels, vous comprenez que, eh bien, les avocats sont en droit de demander, n'est-ce pas, que la procédure soit déclarée
nul et non avenu. On va revenir de façon chronologique sur les faits tels qu'avancés hier par les avocats. Philippe Oudénion interpellé dans la violence par la police républicaine. D'ici, maître François Keke, il relève d'autres inégalités devant la cour. Mais sur la manière dont il a été interpellé, ça vous inquiète également, docteur Paul-Marie Wessou? Bon, je crois franchement que il y a un vrai problème sur lequel moi je pense qu'il faut interpeller le président Talon et sa conscience. Il faut l'interpeller si tant est que tout ce qui a été dit est vrai, qu'il nous souvienne que la raison même pour laquelle il s'est proclamé ou il s'est déclaré candidat aux élections en 2016, c'était une raison de démocratie. C'était une raison de, on veut réviser la Constitution, mais moi je ne veux pas je ne veux pas aider à cela parce que le peuple béninois tient à sa démocratie et tient à sa Constitution. Et après cela, on a eu le projet de ce qui était considéré comme projet de société, parce que bon, moi j'ai revu tout cela et puis bon, je pense pas que ce soit des projets de société. Donc, ce qui était considéré comme des projets de société, et dans cela, il était question de réformer nos institutions pour qu'elles soient plus démocratiques, qu'elles soient aux petits soins du citoyen. Et on se retrouve vers la fin de mandat, donc 8 ans d'exercice de mandat, et les méthodes qui sont utilisées et l'approche de gestion de pouvoir est loin d'être proche même de ce qu'on peut appeler démocratie. Moi, j'ai déjà dit plusieurs fois sur plusieurs antennes que nous ne sommes pas dans un système démocratique. Et en 1956, un certain Khrouchtchev, si vous le connaissez, c'était le premier secrétaire du Parti communiste en Russie, de l'URSS en son temps, 1956, et un autre, ils étaient deux, donc du Parti communiste, qui sont allés en Angleterre pour rencontrer le secrétaire du parti travailliste. Et la question fondamentale qu'ils lui ont posée, c'était quelle est la différence entre votre démocratie et notre démocratie? C'est-à-dire que, donc en 1956, l'URSS, les tenants du régime de l'URSS pensaient qu'ils étaient en démocratie. Et ils voudraient savoir quelle est la différence entre la démocratie anglaise ou britannique et leur démocratie à eux. Et la réponse qui lui a été donnée, c'était d'aller lire l'histoire des funérailles de Péricle. Et quand on finit de lire l'histoire, ce qu'on retient de cela, c'est que fondamentalement, tout système politique s'autorise une certaine liberté. Liberté de critiquer les procédures, les processus, liberté de critiquer telle option de politique ou telle autre option de politique. Mais, comme le dit William Douglas, il n'y a de liberté de parole fondamentalement que lorsque le postulat sur lequel repose le régime est mis en cause. Et c'est, je pense, ce que le général Philippe Oudénion a essayé de faire. Lorsque vous remettez le postulat sur lequel repose le régime en cause et que le régime continue de tolérer ce genre de débat,
eh bien, là, nous sommes en démocratie. Et là, vous constatez avec moi que nous ne sommes pas en démocratie, comme je l'ai déjà dit, moi, plusieurs fois. Nous ne sommes pas en démocratie et moi, je voudrais rappeler plutôt au président Talon qu'il est important, c'est un devoir moral qu'avant qu'il ne passe la main, que nous retournions à un système démocratique. La police n'agit pas de son propre chef. On peut aller commettre des bavures, on peut avoir des bavures ici et chacun va maintenant commencer à se dégager et dire c'est la police où il y a des éléments isolés de la police qui font ça, même si c'est répété tout le temps depuis que le régime est en place. Il y a les bavures, il y a des situations inacceptables qui sont répétées depuis que le régime est en place, mais que l'on vienne dire après, non, on va punir, on va limoger. Non, en fait, les policiers ou les agents de sécurité chargés d'exécuter des ordres sont chargés d'exécuter des ordres. C'est l'environnement général qui est créé, qui autorise ces comportements qu'ils ont. Et donc, ce sur quoi il faut travailler, c'est l'environnement, la démocratie. Si nous sommes en démocratie, ils ne peuvent pas faire ça. Si nous ne sommes pas en démocratie, ils peuvent penser qu'ils peuvent faire ça et ils ne seront pas punis et que le chef va les protéger. D'ailleurs, un peu comme, vous le savez, où il y a eu des manifestations dans les rues et la police a débarqué les armes, on a débarqué on a tiré sur les gens, mais jusqu'à ce jour, le régime ne s'est pas démarqué de ceux qui ont tiré sur les gens ou de ceux qui ont commis des bavures. Donc, moi, je pense qu'il est important que nous puissions voir le cas Ndéyon, en fait, comme je le dis, c'est le cas qui nous pose la question véritable de la démocratie dans notre pays. Est-ce que notre pays est démocratique? Ce cas permet de tester la question, de voir si nous sommes vraiment en démocratie. Et là, jusque-là, tout porte à croire que, vous voyez, la justice, quelqu'un a dit la dernière fois, lorsque vous accusez les juges, oui, on accuse les juges, mais la réalité est que c'est les lois qu'ils appliquent. Oui, on est allé fabriquer des lois qui permettent donc de créer une certaine société dans laquelle nous sommes, et c'est pour cela que nous, on parle de projet de société de ceux qui prétendent nous diriger. Donc, on fabrique une certaine société et au sein de cette société, le juge peut s'adosser donc à la loi qui existe et donc agir comme les juges agissent en ce moment. Mais je crois que l'histoire est là pour juger chacun de nous. L'histoire est là puisque il y a des victimes qui sont les victimes du système et il y a des témoins donc de tout ce qui se passe. L'histoire est là et chacun, je le pense sincèrement, répondra de ce qu'il fait en ce moment et personne ne se cachera derrière son petit droit ou derrière le président Talon pour dire c'est parce que le président Talon a fait ci que moi j'ai fait ça. Donc je pense sincèrement que il va falloir qu'on revienne à ce qui est normal. Comme je l'avais déjà dit dans l'émission que nous avons eue sur le Gérard Roulé, il n'a pas commis un crime d'assassinat ou un crime de vol ou de quelque chose. Il a émis une opinion et c'est juste l'opinion, c'est juste sur la base de son opinion qu'on doit l'interpeller et je ne pense pas qu'il est nécessaire de passer par les méthodes qu'on a utilisées là pour l'interpeller. Je pense qu'on peut quand même continuer de discuter et donc d'être dans une société démocratique parce que la caractéristique fondamentale d'une société démocratique, c'est qu'elle résout ses problèmes à travers les discussions, les débats et les échanges qui permettent aux uns aux autres d'être plus éclairés et d'aller de l'avant. Joseph Pezo Anago, c'est quand même 26 agents de police judiciaire en civil qui ont escaladé le mur du général pour l'interpeller, dénoncer maître François Kéké. Ça vous inquiète aussi vous?
Merci, chers confrères. Ça inquiète et ça doit nous inquiéter, nous tous, y compris les tenants du pouvoir actuel. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Je voudrais rappeler, Virgile l'a dit tout à l'heure dans son intervention, je voudrais rappeler encore un autre fait qui n'est pas aussi banal. Lors de son arrestation, le général Rondeyon avait réclamé aux agents l'autorisation écrite du procureur territorialement compétent, comme l'exige le code de procédure pénale. Et qu'est-ce qui lui a été dit? Les policiers ont invoqué alors un flagrant délit d'harcèlement électronique, où l'anachronisme même se trouve à un autre niveau. Au moment où ils lui ont dit que c'est du flagrant délit, sans en apporter les preuves d'ailleurs, et les faits révèlent plus tard qu'il s'agissait d'une enquête préliminaire diligentée par le procureur spécial de la Criette. Parce que lorsque, comme l'a dit Virgile tantôt, il y a déjà des actes qui les attendaient, qui ont été même pré-rédigés. Plus grave, vous débarquez par effraction chez quelqu'un, son neveu est venu lui rendre visite, vous l'embarquez. Tout comme s'il y avait déjà un mandat d'arrêt ou un mandat de dépôt qui était décédé contre cet individu. Et ce jeune croupit depuis en prison. C'est-à-dire, on lui impute les mêmes chefs d'accusation que son qu'on est plutôt au général. C'est extraordinaire. Et jusque-là, les esprits éveillés de ce pays ne trouvent pas à y redire. C'est assez important parce que c'est symptomatique d'une situation de déconfiture de la maison de justice. Parce que quelqu'un que vous ne recherchiez pas auparavant, vous le trouvez en compagnie de quelqu'un qui est supposé être recherché, vous l'embarquez. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, pour banaliser la procédure, on dira il s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Et il copie en prison depuis. Mieux, je l'ai dit tantôt qu'il y a un mandat de dépôt qui les attendait déjà depuis 13 heures. Soit plusieurs heures avant le transfert effectif. C'est-à-dire c'est anachronique. Cela, on n'arrive pas à s'expliquer. Même quand vous voulez tricher, faites-le avec beaucoup de maestria. C'est de la triche, mais d'une incongruité monumentale. Et ça, c'est aujourd'hui la justice du Bénin qui se comporte de cette manière. Alors, et mieux, ce procès, ou ce qui lui ressemble, je veux parler de l'audience du 16 décembre, a laissé la défense pantoise. C'est-à-dire, vous reprochez à quelqu'un d'avoir volé. Et vous ne pouvez pas lui dire ce qu'il a volé. Vous êtes incapable de lui exhiber l'objet de l'accusation. Bon, c'est-à-dire que aujourd'hui, on est en présence d'une situation que moi, personnellement, je n'arrive pas à m'expliquer, et les juristes aussi sont déboussolés. C'est-à-dire, vous accusez quelqu'un d'avoir commis un crime. Vous êtes incapable d'exhiber les preuves de votre accusation. C'est en fait ça aujourd'hui. Et la défense l'a soulevé. Et c'est ce qui amène à introduire la nullité de la procédure. Tout ce qui est reproché au général, et en même temps, puisque c'est la même chose qu'on reproche à son neveu, c'est-à-dire, ils sont incapables aujourd'hui d'en exhiber les preuves. C'est-à-dire, harcèlement par voie électronique, incitation à la révolte. Le prévenu ou les prévenus se demandent, mais qu'est-ce qu'on nous reproche? Et la justice en question est incapable de leur dire voilà ce qu'on vous reproche. Mais on les accuse. Mais il est facile d'accuser. Mais quelles sont les charges? Les charges sont inexistantes. Si on écoute la défense, les charges sont inexistantes. Même ça me pose moi un problème. Je me dis, mais on va où avec? Il va être jugé. Il est en détention. Enfin, les deux sont en détention pour des faits graves, assez graves. Accusés comme ils sont d'incitation à la rébellion et d'harcèlement par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Donc c'est des faits quand même assez graves, enfin relativement graves. Mais on est incapable aujourd'hui d'en exhiber les preuves. C'est-à-dire vous voulez maintenant confondre les gens par rapport à quoi? Avec des blablabla. Et c'est ce que le pays est devenu. Et moi je dis c'est suffisamment grave. Et tout à l'heure mon prédécesseur disait que chacun va payer, c'est une évidence. Même les agents aujourd'hui qui vont en service sans
sans prendre la moindre précaution et agissent comme bon leur semble, mais ils vont en répondre, les commanditaires aussi vont en répondre parce qu'il est dit, tout au moins pour les agents assermentés, de faire plus de discernement. Lorsque l'ordre qu'on vous donne est manifestement illégal, la constitution de notre pays vous impose de vous y opposer. C'est-à-dire l'ordre est illégal. On vous dit d'aller embastiller quelqu'un alors qu'on ne vous a pas apporté des preuves de ce qu'on vous demande de faire. Mais lorsque vous allez finir par l'embastiller, vous allez en répondre demain. Vous allez en répondre puisque les preuves vous seront apportées que vous l'aviez fait sur une recommandation non fondée. Donc, les agents de la police républicaine qui ont débarqué, manu militari, armés jusqu'aux dents chez le général ou qui l'ont fait dans d'autres affaires, vont en répondre. C'est une évidence. Ce n'est pas de l'incantation. C'est une évidence parce que nos tests le disent et le droit international le dit également. Donc, moi, je dis, et nous sommes en train d'assister, ce n'est pas le cas du général seul qui est intéressant, non. Tous ceux, il y en a aujourd'hui qui sont en exil, avec des procès factices et tout. Il y en a aujourd'hui qui croupissent dans nos prisons. Il y en a qui sont déjà morts. Tout à l'heure, mon professeur a souligné les cas de ceux qui ont été victimes de bavure. À l'Université nationale, je ne voudrais pas revenir sur le cas de cet étudiant Diao. Et nul n'est monté au créneau pour expliquer ce qui s'est passé ce jour-là. On l'a abattu froidement, en dehors de tout respect de la franchise universitaire. Et aucun membre de la police ou même le procureur de la ville n'aime jamais monté au créneau pour dire voilà comment les faits se sont déroulés sur le campus et qui ont entraîné le décès ou la mort de ce jeune homme. Bon, alors, je voudrais m'inquiéter et en appeler à la conscience collective. Quelqu'un disait tout à l'heure qu'il faudrait que Talon nous restitue notre démocratie. Mais c'est ce que disait le général et cela lui a coûté la prison aussi. C'est-à-dire, il disait qu'il nous restitue notre constitution. Qu'elle soit mauvaise, cette constitution nous a garanti tout au moins la liberté d'aller venir, la liberté d'expression. Et quand même un semblant de justice tout au moins. On s'y sentait plus à l'aise. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de justice juste. Il n'y a plus de justice juste. Il faut appeler les choses par leur nom. C'est ce que nous vivons aujourd'hui au pays. Beaucoup sont dehors. Beaucoup sont obligés de partir parce qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas rester parce que, c'est-à-dire, lorsque ça vous démange de dire ce qui ne va pas, soit vous restez. Moi, je me félicite de ceux qui, malgré tout, sont restés. Je me félicite et puis je les encourage. Parce que ce n'est pas facile. Voilà ce que je peux dire pour à cette étape de nos échanges. C'est ce que je peux dire. C'est-à-dire, c'est scandaleux ce qui se passe et la justice a, enfin, je veux utiliser un terme trivial, la justice a foutu le camp depuis 2016. Et c'est dommage. Et le Bénin aujourd'hui est suivi. C'est-à-dire, vous allez dans n'importe quel pays, même en Afrique, vous dites Bénin et tout de suite, on vous donne le nom du président, on vous dit, bon ben, il vous met la vie dure. Je ne sais si c'est de la gloriole. Ça n'est pas de la gloriole que de dire, ben, attends, il vous met la vie dure, ben, il vous secoue. Non. Vigile Awanser, au cours de l'interpellation du général, on a embarqué également, ou la police républicaine a embarqué également Camille Kofi Amoussou, qui était le visiteur malheureux, peut-on dire, de cet instant-là. Est-ce que c'était possible de l'embarquer comme ça? Moi, je ne suis pas policier. Il faut plutôt interroger le bon sens. Le bon sens veut que, en de pareilles circonstances, qu'on puisse distinguer les choses. Car quand on parle d'incitation à la rébellion, si le Camille en question n'a pas écrit, ne s'est pas servi de l'internet pour même s'exprimer ou dire quoi que ce soit, en quoi il est concerné par cela? En quoi il est concerné par ses chefs d'accusation? Cela se passe, de mon point de vue, de manière triviale. Voyez-vous, cela se passe de manière triviale. Bon, tout ce que vous trouvez, vous ramassez. Voyez-vous, sinon, ça n'a aucun sens. C'est comme un individu en furie, en colère, qui donne des coups à tort et à travers. C'est un peu l'image que cela donne. C'est à ce à quoi ça renvoie. Sinon, tout au moins, de mon point de vue, à l'ouverture du procès hier, cet individu aurait dû être libéré. Je ne suis pas juge, mais je pense que oui, il peut arriver que la police, une fois sur le terrain, ramasse tout le monde. Encore que là, il ne s'agit pas des individus non connus. Il s'agit quand même d'un général ancien, directeur général de la police nationale, arrêté par ses ex-collègues ou ex-collaborateurs qui le connaissent très bien.
Donc, ils savent que ce Camille en question n'a jamais été flic au Bénin et n'a pas été, n'est-ce pas, dans ce qui est reproché à son oncle. Ouais, ça veut dire quoi? Cela veut dire que même si vous étiez là en train de l'interviewer ou vous étiez à son domicile pour une raison ou une autre, quand je dis vous, ça peut être tout le monde. Ça, n'oublions pas ça souvent. Donc, la personne serait gardée depuis plus d'1 mois et ne sait même pas combien de temps il va faire encore. Et au finish, moi, je suis sûr que c'est tellement flagrant que celui-là ne peut pas écoper de la même peine que son oncle. Par exemple, on va finir par le libérer, mais ça devient un peu de la comédie malheureuse que d'assister à ça. Et je crois que c'est vraiment déplorable que on en soit réduit à cela au Bénin, que tout le monde soit obligé, n'est-ce pas, de se prononcer sur des procédures judiciaires du genre, tellement c'est flagrant. Mais on a noté, où Maître Keke a relevé qu'il y avait 26 agents de police judiciaire. C'était quand même prévisible, non? On va chercher un général, un ancien général qui plus est. Encore une fois, moi je ne suis pas policier. Mais je crois qu'il a une volonté, n'est-ce pas, de démonstration de force. C'est vrai que le général, quand on se souvient de certains pans de ses discours, n'est-ce pas, on peut se dire, on ne sait pas à quoi les policiers qui iraient l'arrêter, à quoi ils pourraient s'attendre, n'est-ce pas. Mais je trouve que comme démonstration de force, c'est gigantesque. Est-ce que c'est fait pour dissuader les gens? Je n'en sais rien, mais je crois qu'un pays comme le Bénin n'en a pas besoin. Qui plus est, si nous sommes en démocratie, on continue d'être en démocratie. Et pour moi, il n'y a pas de réserve. Comme Paul-Marie Ouessou le disait, on n'est plus en démocratie. D'ailleurs, si on était en démocratie, la justice ne serait pas ce que nous décrivons, ce que nous déplorons là. Et quand nous ne sommes plus en démocratie, on est en quoi? On est dans un état fort. Pour ceux qui ne veulent pas dire dictature, mais on est en dictature. Et dans une dictature, vous n'allez pas attendre que les juges soient comme si on était en démocratie, parce que ils sont au service d'eux. Comme la police elle-même est au service d'eux. Police est au service de quelqu'un, c'est la volonté de quelqu'un et est fait. Et c'est vraiment déplorable, n'est-ce pas? C'est d'autant plus déplorable que les Béninois ont vu ça venir. Les Béninois ont vu ça venir. Les alerteurs ont alerté régulièrement, mais les pans sont tombés un à un. Les pans, les digues sont tombés. Je ne sais pas si on est déjà complètement tombé. Pour moi, non. Mais quand vous voyez ce qui arrive, Louis-Philippe Moundeyo n'était pas connu comme une figure politique. Il n'est pas une figure politique. Voyez-vous, il s'estime être, disons, une victime, encore une fois, du système politique de Patrice Talon, radié après avoir mis au garage. Donc, voilà quelqu'un qui psychologiquement était chargé de colère. Et quand vous l'écoutez, vous écoutez ses sorties, il broyait du noir, n'est-ce pas? Il broyait beaucoup de noir. Sinon, je crois même que c'est ça qui l'a amené à faire certains excès, à faire dans certaines déclarations du genre, bon, qui viennent me chercher, ce qui a ressemblé ou ce qui ressemble à une provocation, n'est-ce pas, une défiance et tout le reste. Mais on n'est pas dans une querelle, n'est-ce pas, de cour commune, n'est-ce pas? On est dans une république où les lois sont là et les lois, ce n'est pas, bon, abaina mina baina, oui, ce n'est pas ça. On n'évoque pas des choses là. Donc, c'est un peu cela. Et comment on peut, n'est-ce pas, pouvoir aller au thème de ce procès sans donner, n'est-ce pas, à constater encore une fois que ce sont des entraves à la liberté d'expression, n'est-ce pas, qui sont chaque jour, n'est-ce pas, cultivées, qui sont en promotion au Bénin, quand bien même les tenants vous diront que nous continuons d'être en démocratie et que c'est au nom de la démocratie que ceci est fait. Je reste avec vous, Vigile Avancé. Procès de Philippe Roundeyon, la véritable motivation du général, selon Maître Abiba Touré, c'était qu'il défendait uniquement la démocratie. Est-ce que vous êtes convaincu que c'était vraiment la motivation première de Philippe quand on le suit un peu? Est-ce que c'est pas une question d'impression? Jo Pezo Anago a dit tantôt, il a commencé à dire la constitution qui vaille au Bénin, c'est la constitution non révisée. C'est la constitution du 11 décembre 1990. Et c'est pas lui qui dit, il dit qu'il constate et demande aux uns aux autres de constater avec lui à travers les décisions de la Cour africaine
des droits de l'homme et des peuples. Voyez-vous? Donc c'est une décision de justice. Et la décision a stipulé que, eh bien, tout ce qui est advenu comme loi à travers cette constitution et tout le reste est nul et non avenu. Que les élections que ça a généré, c'est nul et non avenu. Donc, voyez-vous, c'est pas une impression, c'est des faits. C'est des faits, n'est-ce pas? Et à ces faits, moi je pense que on aurait pu, si on était en démocratie, au mieux opposer, n'est-ce pas, d'autres sachants du régime ou proches du régime, les envoyer aussi dans les médias. En plus, il le demandait. Envoyer ces gens-là dans les médias, n'est-ce pas, pour apporter la contradiction. C'est comme ça, un pays démocratique. Parce que, quand bien même il l'aura dit, il n'aura pas encore monté une rébellion, n'est-ce pas, ou aller chasser Patrice Talon ou les institutions de là où ils sont. Donc, à partir de ce moment-là, ce n'est que la liberté d'expression qui est en train d'avoir cours. Et donc, quand vous faites ça, c'est, vous avez la crainte que, eh bien, que cela ne fasse mouche. Car, effectivement, c'est un maillon faible. Si ce que vous faites ne repose sur aucune légalité, aucune légitimité, vous comprenez que vous-même, vous n'êtes pas à votre place. Voyez-vous? Donc, c'est un peu cela, c'est pas une impression, c'est ce qu'il a dit, il a évoqué d'autres choses, et les lois, l'essence même des différentes lois qu'on évoque, quand bien même on dit que les juges appliquent les lois, mais c'est quoi ces lois-là? La loi a dit, au nom de la loi a dit, on sait que on a une frilosité par rapport aux lois et on prend les lois. Et c'est ce qu'il évoque, n'est-ce pas? Donc, encore une fois, dans un pays démocratique, vous lui apportez la contradiction et si ça ne suffit pas, vous allez à un débat contradictoire avec lui. C'est ce qui a cours, c'est ce qui avait cours au Bénin avant 2016. Voyez-vous. Paul-Marie Ouessou, le général, n'est pas un suicidaire, ce n'est pas quelqu'un qui adore la prison. S'il critique, c'est parce qu'il aime son pays et qu'il a mal pour ce pays également. Dites-nous, est-ce que vous lisez que Philippe Oudénion défendait la démocratie ou avait une dent contre le régime de Patrice Talon parce qu'il est mis à la retraite d'office? Bon, écoutez, moi je pense que il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. On peut dire que c'est parce qu'il a été mis à la retraite d'office qu'il a déclenché son processus de critique du régime en place. Sauf que, contrairement à beaucoup de gens qui peuvent se lancer dans les critiques sans aucun fondement, lui, il est allé dans le sens de voir un peu les fondements même du régime qui nous dirige par rapport à la constitution que nous nous sommes donnés comme constitution pour faire de notre pays un État démocratique. Moi, je voudrais qu'on fasse un petit exercice. Je voudrais qu'on fasse un petit exercice pour rappeler à chacun et à tous ce que nous sommes en train de vivre. Comparer le Bénin d'aujourd'hui, le Bénin dirigé par le président Talon, avec le Burkina d'aujourd'hui, dirigé par Ibrahim Traoré. Vous verrez que à la tête du Burkina, on a un militaire. À la tête du Bénin, on a un civil. Maintenant, entrons dans les détails. Vous verrez, vous allez constater que au Burkina, on interpelle les gens, manu militari. On arrête les opposants, on les envoie au front. Au Bénin, ici, regardez comment on interpelle les gens. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Je voudrais savoir s'il y a une différence entre les deux. Moi, je n'y vois pas encore bien. C'est pas clair dans ma tête s'il y a une différence entre les deux. On a supprimé les partis politiques au Burkina Faso. Il n'y a plus de partis politiques. Ici, au Bénin, il y a des partis politiques, mais il y en a deux créés par le chef de l'État. Et il y a un, ou du moins des partis d'opposition. Bon, moi, je ne vais pas considérer les autres partis. On va simplifier le débat en se cantonnant au parti Les Démocrates. Il y a le parti Les Démocrates, mais qui est traité de façon... Est-ce que c'est dire même que c'est discriminatoire? C'est peu dire, quoi. Imaginez. On vient de nommer des ministres
conseillers, soi-disant. Mais depuis les élections de 2023, il devrait y avoir la nomination du chef de file de l'opposition. Jusqu'à ce jour, ce n'est pas fait. Le chef de file de l'opposition, c'est juste une personne. Les ministres conseillers, c'est 12. Et on a fait ça sans problème. Mais le chef de file de l'opposition ne peut pas nommer le chef de file de l'opposition. Donc en parlant toujours de la politique, vous constatez que les partis politiques, disons les élections, par exemple, au Burkina Faso, il n'y a pas d'élection. Ça, c'est pour juste, en tout cas, en ce moment, sous Ibrahim Traoré, il n'y a pas d'élection. Mais sous le président Talon, nous n'avons eu jusque-là que des élections violentes, des élections où on prend des lois pour exclure, pour faire de sorte que tout le monde soit sous pression, et c'est violent finalement à la fin. Alors, entre pas d'élection et les élections violentes conduisant à la mort, qu'est-ce qui est mieux? Prenons la construction du pays. On a dit qu'on est en train d'industrialiser notre pays. Il y a ceci, il y a cela. Mais regardez ce que le jeune capitaine fait au Burkina Faso, l'industrialisation du Burkina Faso. Voilà. Donc, et si je continue, vous descendez, vous continuez, vous allez constater que vraiment, il y a très peu à dire comme différence fondamentale entre ce qui se fait au Bénin et ce qui se fait au Burkina Faso, bien qu'on ait un civil à la tête ici et un militaire de l'autre côté. Donc, moi, je voudrais attirer l'attention sur ces choses, pour que l'on puisse savoir que le Bénin est différent. Le Bénin est différent, a été toujours différent. Nous nous sommes lancés, nous avons fini par normaliser le Bénin dans tout ce qui se passe en Afrique. Sinon, depuis les indépendances, le Bénin a toujours été différent et marque sa différence. Vous savez que même la période où on faisait les coups d'État et on a dit enfants malades d'Afrique, c'était parce que le Bénin était différent. Et depuis que nous avons commencé la démocratie, là encore on a excellé, tellement excellé que tout le monde nous enviait. Mais pourquoi maintenant on a tout normalisé pour que nous soyons comme n'importe quel pays africain et on nous regarde, comme l'a dit tout à l'heure Vigile, on nous regarde de loin, un peu comme les gens sur qui un sort est jeté désormais. Moi je pense que ceux qui nous dirigent doivent prendre conscience de ces éléments dont je viens de parler, comparer le Burkina Faso d'aujourd'hui au Bénin d'aujourd'hui, et comparer un certain nombre de choses et se dire, mais qu'est-ce que nous faisons de différent? Et quand on aura fait cela, on aura compris que, franchement, nous ne sommes pas sur la bonne voie jusque-là. Et le général Philippe Ondéon, je l'ai dit tantôt, n'a pas commis un crime, ou bien quand on est allé chez lui, on a vu des armes, peut-être que moi je suis sous-informé, un crime du genre où il faut aller Manu Militari le chercher chez lui et l'amener, on pouvait simplement le convoquer, et ça c'est ce que les régimes démocratiques font. Trump a été accusé de beaucoup de délits, mais est resté chez lui et a même fait campagne jusqu'à gagner les élections présidentielles. Ça, c'est un pays démocratique. Mais toute autre chose que ça, ce n'est pas démocratique. Et donc, moi, je tire l'attention sur ça. Nous ne sommes pas en ce moment dans un pays démocratique. Il faut faire de sorte que nous retrouvions notre démocratie et nous retrouvions la brillance de notre démocratie. Aujourd'hui, le Sénégal a repris la main sur nous et nous dame. Je voudrais qu'on retrouve la brillance de notre démocratie, parce que tel que la justice se fait là, c'est même pas un bon crédit pour cette ambition du président de la République de faire de sorte que les investisseurs viennent au Bénin. Les investisseurs viennent dans un environnement où il sait que s'il y a un problème à la justice, il ne peut pas aller et gagner le procès de façon logique et normale. Aucun investisseur ne fait ça. L'investisseur va se dire que bon, si je m'y vais, c'est parce que je suis sous la protection du président de la République. Or, dans un an, moins d'un an, je ne sais pas si vous vous rendez compte, Samuel, nous sommes à moins d'un an des élections. À moins d'un an, parce qu'en octobre déjà, ça commence. Vous voyez à peu près.
je suis sous la protection du président, mais à moins d'un an, il s'en va. Donc, il n'y aura pas d'investissement dans ces conditions. Et il faut que les gens se rendent compte qu'ils font du tort, non pas seulement à Philippe Oudéon, mais à toute la nation, à toute la jeunesse qui a besoin d'emploi, à tout le monde. Et la justice, elle est comment dirais-je, une institution fondamentale dans la perception que les gens ont de notre pays. Et il faut redresser la barre très rapidement. Regardez le nombre de procès qu'il y a en cours en ce moment et tous ceux qui ont déjà eu lieu et qui, pour nous, soulèvent encore des questions qui sont posées et qui ne trouvent pas de réponse. Simplement dans les procédures, simplement dans l'accusation même. Voilà, on dit on a arrêté quelqu'un, on l'amène en prison, on le garde en prison et on ne peut pas dire exactement de quel crime on l'accuse. Vous imaginez, vous voulez que les investisseurs viennent dans un environnement comme ça. C'est pas possible. Et que les gens se rendent compte qu'ils sont pas en train de faire des torts à les individus qu'ils arrêtent comme ça, mais c'est à toute la nation, parce que notre jeunesse, vous pouvez le constater en ce moment, notre jeunesse a besoin d'emploi. Regardez le taux de chômage dans notre pays. On peut vous donner des chiffres qui viennent de Mars ou de Vénus, comme quoi le taux de chômage au Bénin est à moins de 2%, mais c'est une histoire. C'est une histoire. Donc moi, je souhaite que vraiment que les uns et les autres prennent conscience de ce qui se passe. Et que ce qui se passe ne concerne pas des individus, c'est toute la nation qui est mise en jeu. La perception qu'on a de nous. Parce que la perception qu'on a de nous détermine ce qu'on fait avec nous. Et on ne peut pas faire quelque chose avec vous quand on sait que là, chez vous, là, si je tombe en difficulté, je ne peux pas m'en sortir. Personne ne peut venir au Bénin pour des investissements comme ça, sauf des amis qui savent qu'ils seront protégés. Mais encore que les amis savent maintenant que d'ici là, le régime va changer et ils ne savent pas ce à quoi s'attendre à partir de 2026. Moi, je pense que fondamentalement, les gens doivent réfléchir. Et il faut que les gens réfléchissent. Et moi, j'attire l'attention sur ce volet réflexion de ce qui nous arrive et du futur que nous sommes en train de créer pour nos enfants. La plupart de ceux qui sont autour du gouvernement, dans les partis politiques et autres aujourd'hui, nous avons tous été au campus. Autour de Agbang Bata Séraphin, nous avons lutté pour dénoncer ce que faisait le président Soglo en son temps. Et ce que faisait le président Soglo est multiplié par 20, 50 aujourd'hui. Et personne parmi eux ne peut fondamentalement réagir, sortir du système et dire voilà, ça c'est pas bon. Vous avez évité de dire et Agbang Bata est à la présidence de la République. Joseph Pezo Anango, et pourtant les acteurs défenseurs des libertés ne disent rien, malgré que la liberté d'expression soit entravée par cette arrestation de Louis-Philippe Oudéon. Ah non, je ne suis pas de votre avis, chers confrères. D'abord, je partage les préoccupations de vos prédécesseurs. Cette analogie qu'il a eu à faire entre le Burkina et le Bénin, c'est vrai, c'est malheureux, hélas, mais on est obligé de s'y faire. Bon, alors pour en revenir à votre préoccupation, chers confrères, je dis je ne partage pas votre point de vue, puisque les défenseurs des droits humains ne sont pas que seulement les syndicalistes, les activistes de la société civile, non, les journalistes aussi. Donc, ceux qui continuent aujourd'hui de faire le job, qui continuent de dénoncer l'arbitraire, ceux-là, on peut les taxer d'être à l'avant-garde de la défense des droits humains. C'est vrai, le pays est verrouillé, il n'y a plus de marche, les syndicalistes aussi sont à l'étroit, et je suis d'accord, il y a dans un passé glorieux, si je tentais de dire, il y avait l'UNAMAB, les magistrats peuvent dire non, ils ne sont pas d'accord. Bon, depuis quelques moments, ça n'existe plus. Je suis d'accord aussi. On a verrouillé pratiquement le pays. Cependant, il y a des têtes pensantes qui continuent de faire le job, qui continuent encore de tenir le flambeau de l'expression ou de la liberté au allumé. Donc, mais vous aviez parlé de... Cela me plaît de revenir un peu là-dessus, sur ce pan-là. Et de mon point de vue, crevons l'abcès et qu'on n'en parle plus, crevons l'abcès. Moi, je dis que les relations conflictuelles, oui,
je peux aujourd'hui dire qu'il y a quand même, et beaucoup de Béninois le savent également, qu'il y a des relations conflictuelles entre Louis Roundéon, ancien directeur général de la police nationale, et l'actuel locataire de la Marina. Ah oui, il faut avoir le courage de le dire. Et ça, ces relations que nous constatons aujourd'hui, trouvent leur racine dans l'affaire de la tentative d'empoisonnement d'un ancien président, dont le citoyen Talon était accusé. Roundéon, figure clé de l'enquête à l'époque, est aujourd'hui accusé de harcèlement et d'incitation à la rébellion. Vous ne trouvez pas quand même quelque chose de bizarre? Ben, c'est comme un parfum de revanche qui souffle dans l'air. Bon, c'est un constat, il faut le dire, surtout lorsqu'on est en présence du moins d'accusations sans fondement, sans preuve tangible, parce qu'il s'agit de pression. Le monsieur s'est exprimé et il avait 3 éléments dans sa besace. La constitution de 1990, il avait les 2 arrêts, l'arrêt avant dire droit et l'arrêt définitif de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Il n'y a que ces 3 choses-là que Roundéon exhibait. Mais cela a fait tellement mal qu'aujourd'hui se retrouve embâtillé. Et je dis, non, il y a comme je l'ai dit tantôt, ce parfum de revanche dans l'air. C'est-à-dire, on l'a vu lorsqu'il était DGPN à l'époque, c'est lui qui a mené cette enquête-là. Eh ben, ce sont des choses qui ne s'oublient pas. Moi, je le dis parce que c'est une réalité aujourd'hui quand on regarde les choses. Regardez, on prend un général qui n'est pas n'importe qui. Enfin, nul n'est au-dessus de la loi, cela s'entend. Mais il n'est pas n'importe qui. Sous convocation, il peut se présenter. Et pour ceux qui disent que l'escouade, cette escouade exagérée d'agents qui débattent 26 pour dire débattre chez lui, pas effraction et tout, c'est parce qu'on s'attend au pire. Non, mais le général disait venez me prendre, je me laisserai prendre. Il disait venez me prendre, je me laisserai prendre. Je n'opposerai aucune résistance. Vous voyez, donc c'est vrai que c'était des paroles, mais le gars dit il n'opposera aucune résistance. Mais vous voyez la façon dont il a été appréhendé, y compris celui qui était venu par hasard lui rendre visite. Donc moi je dis, il faut avoir le courage de révéler ce pan de la situation, à savoir qu'il y a déjà cette affaire entre un certain Roundéon et le citoyen Talon à l'époque. Et donc, et quand on sait comment fonctionne le régime, ça, on ne laisse pas passer. C'est-à-dire, on est revanchard, on règle le compte à tout le monde. Donc, moi, je dis ceci en passant pour dire que ce n'est pas une simple affaire. Et même sans preuve, on a réussi à le mettre en détention. Et qui sait, je ne voudrais pas présager de ce qui va arriver. Ce sera peut-être encore sans preuve qu'il pourra être condamné si cette idée ainsi, il sera condamné comme beaucoup l'ont, et certains ont écopé de 20 ans de prison, et d'autres 10, je ne voudrais pas citer le professeur Ivor, ni Rekia Madougou. Donc ça dit, ça s'est fait, et ça ne fait que grandir tristement le Bénin, malgré les injonctions du Conseil des droits de l'homme, des Nations Unies par exemple, et qui en a conclu à ce que le professeur Ivor croupit en prison de façon arbitraire. Rien n'est fait. C'est-à-dire, c'est à croire qu'aujourd'hui, c'est vrai, quand on compare le Bénin au Burkina Faso, ça fait un peu mal, mais on est obligé de s'y faire parce que nous n'avons pas de démocratie, nous n'avons pas une gouvernance axée sur les normes et les conventions. Puisque vous êtes signataire d'un certain nombre de conventions internationales, mais vous ne respectez pas les règles. Vous ne respectez pas les règles. La justice internationale, qui est supra, par exemple, vous dit, vous êtes allé dans le mauvais sens. Très peu de pays au monde s'opposent à ce genre de décision. Le Bénin, qui fait partie. On dirait qu'on est en Corée du Nord. C'est un constat désolant, mais il faut avoir le courage de le dire. Et mieux, ce qui s'est passé le 16 décembre, hier, est simplement déplorable. La défense est unanime pour dire nous n'avons pas de preuves tangibles de ce qu'on reproche. Le prévenu dit lui-même qu'il ne sait pas ce qu'on lui reproche. Mais pourquoi on le maintient en détention? Mais pourquoi on le maintient en détention? Et c'est devenu une habitude au Bénin où, parfois même, on vous appréhende et après on commence par chercher quoi vous mettre au dos.
On a vu cette situation lors de l'interpellation du professeur Joël Aïbo. C'est-à-dire les chefs d'inculpation ont changé au fil du temps. C'est dommage. Il faudrait pouvoir le dire. Et ceux qui en ont encore la possibilité le font. Chers confrères, quand vous aviez tout à l'heure, vous êtes interrogé sur les actions des défenseurs des droits humains. Non, certains continuent de faire leur job. Certains continuent de le faire. Et par exemple, quand on prend le cas de Crystal News, par exemple, ça dit, vous faites un travail formidable. Et moi, par exemple, parfois, je tremble de peur pour vous. Je tremble de peur pour vous parce que ce régime n'aime pas la contradiction. Ce régime n'aime pas la contradiction. Tous les contradicteurs sont de potentielles victimes ou de potentiels prisonniers ambulants. Tant que vous êtes dans le pays, vous êtes potentiellement un prisonnier. Donc, moi, je crois que ce travail se fait. Certains continuent de le faire. D'autres ont dû fermer boutique. D'autres se sont confondus aux actes du régime en place. Mais il y en a encore qui continuent, n'est-ce pas, de défendre le défendable, qui continuent de dénoncer l'arbitraire. Et je pense que ce que nous sommes en train de faire en ce moment, et nous ne le faisons contre personne, nous sommes en train de défendre l'arbitraire, parce que là, le pays, aujourd'hui, est un pays où l'arbitraire seul est pratiquement roi. C'est ce que moi je Vigile avançait la réaction de l'opinion publique et des organisations de la société civile qui défendent les droits humains. Ça semblait tiède, non? Ou vous avez observé toute autre chose? Oui, aussi bien vous que, eh bien, Jopezo Anago, vous avez raison, tous deux raisons. En réalité, quand on voit ce que défendait Louis-Philippe Moudeignon, quand on voit, n'est-ce pas, tout ce que cela suscitait comme intérêt, n'est-ce pas, dans l'opinion, vous dites, il disait ça, il ne le disait pas pour lui, pour sa famille, même retraité d'office, retraité forcé, il a une pension, il devrait avoir une pension, il aurait pu s'en contenter, peut-être continuer désormais à faire des consultations et que le Bénin aille là où ça irait en attendant, n'est-ce pas? Mais il n'a pas fait ce choix, n'est-ce pas? Il a fait le choix d'éclairer, il a fait le choix de dénoncer, il a fait le choix de faire prendre conscience aux Béninois de ce qui n'allait pas, de ce qui pouvait être fait, n'est-ce pas, pour mettre un terme à ce qui n'allait pas. Malheureusement, mal lui en a pris, n'est-ce pas? Et donc, ces Béninois-là, au nom de qui il parlait, ces Béninois-là, dont il portait la voix, vous avez raison de vous demander où sont-ils? Où sont-ils? Quand vous l'entendiez parler, c'est ça qui est pire, eh bien, vous avez l'impression qu'il avait un grand réseau derrière. Alors, ce réseau, il est passé où? Le sel ou le sucre dans l'eau est plus visible que ces réseaux aujourd'hui. Et c'est en cela que je dis, vous avez raison. Parce que c'est quand même clair que c'est un constat. Tout ce qu'il donnait l'impression qu'il allait s'élever ou se lever, n'est-ce pas? On ne l'a pas vu jusque-là. Et c'est en ça que on peut se demander, mais les Béninois, est-ce que c'est la peine de parler pour eux? Est-ce que c'est la peine de les défendre, n'est-ce pas? Et les organisations de la société civile et tout le reste, elles vous ont toujours dit que elles ne fonctionnent pas comme les autres, elles ne fonctionnent pas comme les médias, qu'elles ont leur temps, qu'elles ont ceci, qu'elles ont cela. Mais pour moi, c'est juste dit comme ça, parce que une fois que d'abord elles se prononcent pas comme cela, elles ont leur mode de fonctionnement. Pour celles qui se prononcent encore, parce que pour la plupart elles se sont déjà rangées. Elles se sont rangées, ce qui se fait n'est pas une personne. J'ai parlé de la police instrument, j'ai parlé de la justice instrument, mais même la société civile est instrumentalisée. Le reste s'est tu ou parle timidement. Les derniers échos de la société civile que j'ai, c'est dans le cadre de la réclamation de la relecture du code électoral, mais même ça, c'est dit prudemment, c'est dit pour, n'est-ce pas, comme marcher sur les œufs, mais c'est expressif de ce que le Bénin aujourd'hui, de l'état du Bénin aujourd'hui.
vous espérez qu'elle se prononce dans le cas de Louis-Philippe Mondéon? Je n'en suis pas sûr, je n'en suis pas certain. À partir du moment où ces organisations s'étaient pas prononcées hier dans le cas de Rekia Madougou, quand même on dira que c'est politique, tout le monde sait d'où c'est parti. Et les droits politiques sont quand même des droits, sont du champ également des organisations de la société civile. Et c'est pareil pour le professeur Joël Aïbo. Bah, ça fait 3 ans aujourd'hui, mais elles se sont pas prononcées et sans doute elles se prononceront plus jamais. Donc, elles laissent tout se jouer, n'est-ce pas, et attendent. Elles attendent comme tout le monde. Vous avez vu, même à l'international, quand bien même les organisations des droits humains, à l'international, le Conseil des droits de l'homme, le groupe de travail de l'ONU, tout ce monde-là se soit prononcé. Vous n'avez rien entendu à l'intérieur, alors que on aurait pu espérer que c'est de l'oxygène, c'est un peu de courage qui est envoyé à l'endroit de ces entités, de ces organisations-là, pour enfin se prononcer. Mais vous comprenez, si l'environnement n'est pas normal, si l'environnement est celui qu'est le Bénin aujourd'hui, où c'est beaucoup plus l'arôme, le parfum de dictature qui est inhalé, vous vous dites, bon, est-ce que quelque part, ils n'ont pas tort? Est-ce que c'est pas l'instinct de protection, de survie simplement, qui prend le dessus dans un environnement hautement antidémocratique? Dites-nous alors pourquoi les partis de l'opposition ne se mêlent pas de ce dossier? Mais les partis n'existent pas. Les partis, vous mais savez... Il y a un parti qui a pour nom les démocrates tout au moins. Ben oui, mais les démocrates, soit ils connaissent pas le job, soit les démocrates, ils sont des humains aussi, et ceux dont on parle là, ils ont ça également. Surtout que eux, on leur a donné quelques prébendes. Donc ils ont aussi la les 28 députés. Les 28 députés, bien sûr. Et ils ont, bien sûr, c'est surtout à l'Assemblée, non, que les gens peuvent parler. C'est la tribune qu'on peut le plus saisir, qu'une opposition peut le plus saisir. Alors, donc, ils se disent, je crains, ou certains, clairement, sont déjà dans la sauce, sont déjà, de l'autre côté, sont déjà des agents doubles. C'est ça, il faut pas se leurrer, faut pas. Donc, c'est ça. Et encore une fois, cela nous situe dans le champ d'une dictature, n'est-ce pas? Paul-Marie Ouessou, sur ce silence assourdissant des partis de l'opposition sur cette question de privation de liberté, d'arrestation arbitraire. Bon, est-ce que les partis de l'opposition ont vraiment pris conscience de ce que nous vivons et de comment disons, s'appuyer sur ce que nous vivons pour aller à la conquête du pouvoir. C'est ça, c'est toute la question. Et c'est pour cela que moi, je lève la voix contre la façon dont ils agissent ces derniers temps. Les partis de l'opposition ne sont pas ceux qui iront sortir Philippe Mondéon de prison, mais c'est quand même un cas où justement on parle ici purement politique, parce que ce que le général disait était purement politique. Et donc, comme le disent ces avocats, c'est lié à la démocratie et à ce que au type de société dans laquelle le type de société dans lequel nous vivons, et donc normalement ça devrait interpeller les partis de l'opposition, ne serait-ce que pour dire un mot sur la chose, comme ils en ont l'habitude. Et c'est pour cela que moi j'ai parlé ici la dernière fois, vous vous rappelez, de leadership porte un projet de société, et qui donc face à cette situation peut réagir et dire et donner son avis et dire des choses en faisant de sorte que nous comprenions plus l'enjeu ou les enjeux. Parce que, vous voyez, même ceux qui sont acteurs de ce que nous vivons aujourd'hui, parfois ne comprennent pas tous les contours de ce qu'ils mettent en place.
je ne veux que pour preuve que des lois qu'on vote et qu'on va demander aux institutions de mettre en œuvre les lois. On va leur demander explication sur ce que la loi que soi-même on a voté, ce que ça signifie. Donc moi je veux simplement dire que ce qui nous arrive, le type de société vers lequel nous allons, dans lequel nous sommes, nous ne sommes pas vers lequel nous allons, mais dans lequel nous sommes maintenant, ce type de société interpelle tout le monde, partis politiques, de la mouvance comme de l'opposition. Ça interpelle parce que, vous savez, nous sommes témoins nous avons été tous témoins de certains parmi les gens de la mouvance qui, en son temps, faisaient passer sur nos antennes ici des émissions très suivies, à Wadakwe, à Wanouide, à Tchekiri, à Tchekiri, là, vous vous rappelez ces choses? Et ces gens se retrouvent aujourd'hui, on a comme l'impression que si vous regardez, vous vous rappelez un peu les rôles joués dans le temps et les acteurs de ce temps-là, et les rôles qui jouent. Oh, ils vous diront que ça, c'était du théâtre. On a comme l'impression que, il ne faisait pas ce sketch-là pour appeler à un type de société différent de ce que il décriait en son temps. Donc moi, je voudrais qu'on rappelle à l'opposition, qu'on le rappelle, qu'il a besoin d'un leadership fort, qui doit pouvoir prendre les dossiers à bras le corps. Et qui doit pouvoir agir, qui doit pouvoir parler, qui doit pouvoir nous guider, qui doit pouvoir nous donner une idée du futur. Et tant que nous n'avons pas cela, on peut les critiquer sur les petites choses comme on a arrêté Philippe Brouillard, ils ne se sont pas prononcés, mais bon, c'est congénital à leur façon de voir le monde et d'agir ou d'être en ce moment où certains parmi eux vont jusqu'à dire qu'on n'a même pas besoin de projet de société pour être parti politique, alors que le parti politique n'est rien d'autre qu'un projet de société. Donc, vous voyez, moi, je veux pas dire plus que ça par rapport au parti de l'opposition et ceux qui, quand nous on dit que, par exemple, la FCDE n'est pas n'est vraiment pas un parti. Vous voyez sur ces questions-là, est-ce que vous les voyez se prononcer? Les autres partis, les autres petits partis de l'opposition, est-ce que vous les voyez se prononcer sur ces choses-là? Donc, nous on porte un jugement quand même qui voit les choses de façon logique et objective, ce que nous constatons, sans nécessairement prendre parti pour l'un ou pour un côté ou pour l'autre. Il faut que nous tous prenions conscience que nous sommes en train d'aller à la dérive, y compris ceux qui sont même auteurs de la dérive, que nous sommes en train d'aller à la dérive et qu'il faut réajuster notre élan. Le Sénégal aujourd'hui est parti pour nous damer le pion en tout, du point de vue démocratique, du point de vue investissement, du point de vue sociétal. Le Sénégal est parti pour nous damer le pion et je crois qu'il faut qu'on se rende compte de cette chose et qu'on fasse de sorte que nous retournions à ce qui fait l'essence ou l'ADN même du Bénin, c'est que c'est un pays petit, mais très particulier dans ses façons de faire. Merci donc à vous, Paul-Marie Wissou, Joseph Bezo Anango, merci également à vous.